Mon Dieu. Moi. Poutine perd le contrôle de la Russie et il n'est pas prêt pour ce qui va arriver. Les Russes ordinaires se rendent compte que leur vie s'effondre à cause d'une guerre qu'il a choisi de déclencher. Et pour éviter une révolution, Poutine fait exactement ce que tous les dictateurs de l'histoire ont fait quand l'étau commence à se resserrer. Il s'en prend aux civils ukrainiens, sans défense. Mais vous voyez, cette fois quelque chose a changé. L'Ukraine riposte désormais depuis 3 nuits d'affilée. Et à la fin de cette vidéo, vous verrez exactement pourquoi la Russie en sentira les effets pendant très longtemps. Mais laissez-moi d'abord vous montrer comment réagissent les Russes eux-mêmes. Je vous promets que vous n'avez sans doute jamais vu d'image comme celle-ci de Moscou. Une femme à Moscou explique qu'elle ne peut pas faire le plein dans un pays qui possède les 2e plus grandes réserves de gaz au monde. Elle ne peut même pas utiliser Internet parce que tout est bloqué par Poutine. Et elle ne peut même pas se rendre aux endroits où elle veut aller parce que le GPS ne fonctionne pas, car Poutine a peur des drones ukrainiens. Tout cela est la conséquence d'une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Regardez cet extrait. Mon Dieu! Je viens de perdre toute une journée à Moscou. Je suis assise juste ici maintenant. Mon temps est littéralement compté. J'ai tous mes rendez-vous. Tous mes plans pour aujourd'hui sont fichus à cause de ce putain de GPS. Sérieusement, je ne comprends vraiment pas comment quelqu'un peut vivre ici. Je suis tellement contrariée. Un taxi, c'est 5 minutes de route. 1200. Et même là, j'en commande un. Putain, il ne vient pas. Et y aller à pied prend 15 minutes. Est-ce que c'est normal, ça? Je comprends pas, les gars. Pourquoi vivre ici maintenant? Et j'ai vraiment hâte de me casser d'ici. C'est trop tard. Pourquoi les gens vivent-ils même ici? C'est une vraie question que les habitants se posent maintenant à Moscou, la plus grande ville d'Europe. Personne ne l'avait anticipé, pas même Poutine en lançant cette guerre il y a 4 ans. Durant tout ce temps, il n'avait qu'une seule priorité intérieure. Son objectif était de garder cette guerre loin des élites de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Peu importe ce qui se passait sur les lignes de front, cela lui était égal. Il voulait préserver le confort de la capitale. Eh bien, maintenant tout commence à se fissurer. Et le moment ne pourrait pas être pire pour lui, parce qu'au front aussi, la situation se dégrade précisément en ce moment. La Russie a en fait perdu du terrain pour le 2e mois consécutif en juin. L'armée qui est censée avancer est en réalité en train de perdre l'initiative. Cela dit, les données montrent que la Russie gagne du terrain à certains endroits, mais elle en perd à d'autres. Donc, si on combine tout cela correspond essentiellement aux gains moins les pertes. La Russie dans son ensemble perd en réalité du terrain par rapport à ce qu'elle avait au début du mois. Selon ce rapport, la Russie a fini par perdre environ 40 km². C'est un peu plus petit que la taille de Manhattan. Mais il est important de garder à l'esprit que Poutine sacrifie 35 000 soldats russes par mois. C'est le taux de perte que la Russie subit depuis très longtemps. Et le recrutement ne peut pas reconstituer les rangs assez vite parce que les soldats meurent tellement rapidement. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Il perd tellement de monde, plus de 1000 personnes par jour, tout en perdant du terrain sur les lignes de front. Cela ne joue vraiment pas en sa faveur. Maintenant, un dirigeant normal regarderait probablement ces chiffres et négocierait. Mais Poutine a regardé cela et il a fait autre chose. Et c'est quelque chose qu'il fait à chaque fois dans cette guerre. À chaque défaite ou problème interne, il emploie toujours la même stratégie. Distraire le public russe par une frappe majeure contre l'armée ukrainienne. Il parle d'une frappe militaire, mais en réalité, les missiles tombent sur des immeubles résidentiels. C'est exactement ce qui s'est passé le 2 juillet, il y a seulement quelques jours. C'était l'une des pires nuits pour les villes ukrainiennes depuis le début de la guerre. La Russie a lancé près de 500 drones et 70 missiles de divers types. Ces missiles comprenaient des missiles Iskander, des Kh-101 et des calibres, des bombes aériennes guidées, tout ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, l'Ukraine a en fait un travail assez impressionnant pour arrêter les drones. Le problème, ce sont les missiles balistiques. L'Ukraine n'a tout simplement pas assez de défense aérienne pour tous les arrêter. Et la majorité de ces missiles, environ 28, étaient directement dirigés vers la capitale ukrainienne, Kiev, principalement sur des immeubles résidentiels. Voici le président Zelensky qui en parle. La réponse aux conséquences de la frappe russe se poursuit toujours à Kiev. Les secouristes dégagent les décombres, recherchent des personnes et apportent de l'aide. Des dégâts ont été signalés sur plus de 20 sites à travers la ville, la plupart étant de simples immeubles résidentiels.
Il y a également eu des dégâts dans une station d'ambulance, un institut de recherche, un hôtel et des commerces. À présent, alors que j'enregistre ceci le 4 juillet, la mort d'au moins 30 personnes a été confirmée et plus de 90 blessés. Ces chiffres devraient augmenter après cette attaque massive. Maintenant, la version du Kremlin. Et cela vient en fait du porte-parole du Kremlin, Peskov. Il dit que la Russie n'a frappé que des sites militaires et que Poutine lui-même était au courant de cette attaque et l'a approuvée avant qu'elle n'ait lieu. Nous savons que c'est un mensonge grâce à des preuves vidéo qui démontrent le contraire. Et l'autre moitié, que Poutine savait à l'avance. Je le crois un peu, on en parlera tout de suite. Mais d'abord, démystifions le mensonge que le Kremlin veut imposer. Voici les conséquences sur un immeuble résidentiel frappé par la Russie. Regardez. Encore un point de radiation. Un autre site de frappe, un immeuble résidentiel et sa cour. Ces ruines sont tout ce qui reste d'une aire de jeu pour enfants. C'est tout ce qu'il reste de l'ère de jeu, en fait. On comprend tout de suite ce que c'est. En fait, il est même difficile de reconnaître que ce tas de métal tordu était autrefois une aire de jeu où des enfants jouaient encore hier soir. C'est ici que les enfants jouaient. Je suis sur le point de perdre la tête. La même nuit, dans une autre ville, à Zaporijia, la Russie a frappé un autre immeuble résidentiel et détruit une piscine. Nous avons des images de vidéosurveillance. Regardez. En géopolitique, une seule décision peut provoquer une onde de choc sur les marchés à des milliers de kilomètres de là. Si vous cherchez à comprendre ce qui fait bouger le monde, je vais vous montrer comment les investisseurs expérimentés l'interprètent. Voici eToro, une plateforme d'investissement multi-actif, où vous pouvez suivre les meilleurs investisseurs, consulter leur portefeuille et même copier automatiquement leurs transactions. Participer à des discussions en direct sur les marchés, partager idées, tendances et questions à mesure que les événements se déroulent. Et tout cela est relié à une large gamme d'actifs, y compris des actions, des crypto-monnaies, des ETF, et bien plus encore, le tout sur une seule plateforme. eToro est un service réglementé comptant plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 75 pays. Commencez à investir avec eToro et recevez $50 d'actions lorsque vous déposez $200 ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour découvrir eToro. Avec eToro, tout le monde peut investir, pas besoin d'être un expert de la bourse. Ne ratez pas cette opportunité. Maintenant, retour à la vidéo. Et puis hier, Poutine s'était passé à la télévision et a célébré la frappe. Il a déclaré avoir ordonné cette frappe contre l'industrie de défense ukrainienne et annoncé que d'autres suivraient. Regardez. Je note que l'application de mesure J'ai ordonné que les frappes massives et coordonnées contre l'infrastructure de l'industrie de défense de l'Ukraine et les installations soutenant son fonctionnement se poursuivent. comment ça fonctionne. Et cela nous amène à ce que nous disons sur cette chaîne depuis très longtemps. Oui, l'Ukraine ne peut pas arrêter chaque missile balistique tiré par la Russie. Mais cela ne veut pas dire que c'est l'Ukraine, de 2022. En ce qui concerne les drones et même les missiles balistiques fabriqués localement, les capacités de l'Ukraine ont dépassé celles de la Russie. Et c'est exactement ce à quoi l'Ukraine a eu recours ensuite. La revanche a en fait commencé la même nuit et a duré 3 jours, jusqu'au 4 juillet. La Russie ne pourra pas s'en remettre rapidement. Regardez ce que je veux dire. Les forces ukrainiennes des systèmes sans pilote ont déclaré que leurs drones avaient neutralisé 12 sous-stations électriques sur les territoires occupés par la Russie en Ukraine. La plupart de ces frappes ont eu lieu en Crimée occupée, où l'Ukraine s'attaque méthodiquement aux infrastructures militaires depuis des semaines, et la Russie n'a absolument aucune réponse à cela. Cette opération a également touché les zones occupées de Zaporijia, Louhansk et Donetsk, portant un coup dur aux forces russes, tentant de conserver ce territoire. Mais soyons honnêtes, car cela s'est produit exactement la même nuit, et je suis sûr que l'opération comportait de nombreux éléments prévus bien avant que la Russie n'attaque réellement Kiev. Donc en réalité, on ne peut pas vraiment appeler ça une vengeance. C'est un point valable. Mais ce qui s'est passé lors des 2 nuits suivantes, c'était bel et bien une vengeance. Il n'y a aucun doute là-dessus. La nuit suivante, des drones ukrainiens ont ciblé des avions de chasse russes. Les mêmes avions utilisés lors de cette attaque menée par la Russie le 2 juillet, regardez. Pour la 2e fois cette semaine, le service de sécurité ukrainien a frappé des avions russes sur la base de Saki et lancé des frappes sur la base de Hordisk, en Crimée occupée par la Russie. 7 hangars de stockage d'avions ont été touchés à Saki,
qui abritait des chasseurs Su-30 SSM Su-30 et Su-24, ainsi que des bombardiers de première ligne. Selon des informations préliminaires, au moins 7 avions ont été détruits ou endommagés, et 2 hangars ont aussi été touchés sur l'autre base qui abritait des drones Shahed et du matériel aéronautique. Ces 2 bases aériennes militaires sont parmi les principales bases des forces d'occupation russes en Crimée. Des avions tactiques russes décollent régulièrement d'ici pour effectuer des frappes de missiles et de bombes sur le territoire ukrainien et soutenir les actions du groupe russe sur le front sud. C'est une stratégie militaire classique. Ne poursuis pas la flèche, attaque l'archer. L'Ukraine applique cela en ciblant aérodromes et avions de chasse. Plutôt que de viser les missiles balistiques, plus difficiles à intercepter, l'Ukraine cible les avions qui les lancent, et ne s'arrête pas là. Il cible désormais les sites de fabrication des missiles balistiques. Avant d'évoquer la frappe sur l'usine, regardez les lumières qui s'éteignent en Russie. Parce que c'est quelque chose à quoi Poutine ne s'attendait pas. Regardez. Une frappe de missiles ukrainienne sur la ville russe de Belgorod a coupé l'électricité et l'eau dans toute la ville. Et les images sont vraiment impressionnantes. À un moment, on peut voir la ligne d'horizon de la ville. Puis la frappe a lieu, et il fait noir partout, d'un horizon à l'autre. Regardez. Presque en même temps, plusieurs chaînes russes ont signalé que des missiles de croisière ukrainiens Flamingo pénétrèrent profondément en Russie. Regardez ce trajet de vol. Regardez à quel point les missiles ukrainiens font un détour pour atteindre leur cible. La cible était bien l'usine Vodkens, qui fabrique les Oreshnik, Yars, Iskander et peut-être d'autres missiles balistiques utilisés par la Russie contre les villes ukrainiennes. C'était l'usine qui fabrique ces flèches dont nous avons parlé. Maintenant, pour moi, avant de parler de l'usine, le trajet est intéressant parce que cela me rappelle quelque chose qui s'est passé l'année dernière au sommet du G20. En marge de ce sommet, la délégation américaine et la délégation russe ont eu une réunion. Et pendant cette réunion, le ministre russe des Affaires étrangères a demandé à la délégation américaine d'arrêter de partager les données de défense aérienne. En gros, les données sur les itinéraires pour contourner la défense aérienne, avec l'Ukraine. La Russie affirmait que les États-Unis transmettaient des données à l'Ukraine pour l'aider à contourner les défenses aériennes et attaquer des raffineries russes, vers août dernier. Si vous avez suivi l'actualité, vous savez que c'est alors que l'Ukraine a commencé à viser les raffineries russes. Et il disait qu'on pouvait voir ces grosses explosions se produire presque chaque semaine. Une raffinerie russe ou un dépôt de pétrole russe explosait. Et la Russie a accusé les États-Unis pour cela. Parce que la Russie disait « Eh, vous partagez des données satellites avec l'Ukraine. Ça leur permet de cibler plus facilement nos infrastructures. » Maintenant, je ne sais pas exactement si c'est toujours le cas. Une chose est certaine, l'Ukraine n'a pas le même accès aux satellites que les États-Unis. Donc, il est tout à fait possible que les États-Unis aident encore l'Ukraine à détruire les infrastructures russes, surtout celles qui soutiennent l'armée russe. Et c'est pourquoi la trajectoire qu'a suivie ce missile m'intéresse beaucoup, parce qu'il y avait clairement un chemin plus court, plus direct, mais ils ont délibérément choisi cette trajectoire, parce qu'ils savaient qu'il serait plus difficile pour les défenses aériennes russes de l'intercepter. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais encore une fois, cette attaque ne s'est pas arrêtée là. L'Ukraine a également visé Saint-Pétersbourg et détruit les terminaux pétroliers russes dans cette ville. Ville portuaire. La Russie l'utilise beaucoup pour exporter du pétrole. Avant d'évoquer cette attaque, faisons une pause pour voir quelques mèmes. Comme vous le savez, hier c'était le 4 juillet, et j'ai d'abord quelques mèmes de fête à vous montrer. Et vous connaissez la règle de cette rubrique. Si les mèmes vous font rire, cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Si vous êtes déjà abonné, cliquez sur « J'aime ». Cela aide la vidéo sans vous coûter. Maintenant, commençons. Le premier extrait vient d'une série que certains d'entre vous connaissent, Parks and Rec. Regardez, cela vient de la meilleure série de la planète. Je ne répondrai à aucune question à ce sujet. Nous sommes le 4 juillet 1776. Les Britanniques disent que, eh bien, simplement dire que vous êtes indépendant ne le rend pas vrai. C'est à ce moment-là que le futur président Thomas Jefferson dit « Je ne l'ai pas dit, je l'ai déclaré, comme Michael Scott ». Prochain mème, qui explique en gros l'esprit américain. Quand on te demande si tu es libre pour le jour de l'indépendance, tu dis « toujours libre ». Et le dernier mème n'est pas vraiment un mème, mais plutôt un message. Et c'est un bon message. Soutenir ceux qui luttent pour leur liberté, comme en Ukraine, est profondément américain. Et sur ce point, Kiev, une ville qui est en plein milieu d'une invasion, une ville qui repousse une invasion de la part de Poutine, eh bien, ils ont quand même célébré avec les États-Unis.
Voici le célèbre monument de la mère patrie à Kiev, illuminé aux couleurs du drapeau américain pour le 250e anniversaire, regardez. Le président Zelensky a également publié un long message pour féliciter chaque Américain. C'est un peu long. Vous pouvez faire pause pour tout lire, mais je veux lire le premier paragraphe à voix haute car il le mérite. Aujourd'hui marque le 250e anniversaire de l'un des rêves les plus brillants, les plus forts et les plus influents de l'humanité. Le rêve américain d'une nation indépendante, libre et prospère qui défend la liberté, la foi et la poursuite du bonheur de son peuple. L'Ukraine a célébré avec les États-Unis le cap symbolique des 250 ans. En même temps, l'Ukraine prenait sa revanche sur la Russie. Revenons donc au sujet dont nous parlions. L'Ukraine a frappé un important terminal pétrolier à Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville de Russie, et soit dit en passant, la ville natale de Vladimir Poutine, si vous ne le saviez pas. Saint-Pétersbourg est si éloignée de l'Ukraine que la guerre n'aurait jamais dû l'atteindre. Pourtant, elle touche désormais la ville, ce qui déplaît à Vladimir Poutine. Regardez les conséquences. Mon Dieu, ça me vient à l'esprit. Ensuite, nous avons un autre extrait qui nous en dit plus que n'importe quelle carte du front. Un habitant de Saint-Pétersbourg, tout près de l'attaque, décrit essentiellement ce qu'il voit. Et il dit que ça ne semble pas réel. C'est quelque chose qu'il voit dans les films. Et maintenant, il le voit de ses propres yeux, et il n'arrive tout simplement pas à y croire. Écoutez. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça dans la vraie vie. C'est comme un film. Le feu a l'air irréel. Comme des images de synthèse, non? Réaliste. C'est comme une image de synthèse. Ouais. Maintenant, comme vous le savez, beaucoup de ces images, les frappes, les conséquences, eh bien, YouTube n'en est pas fan. Ça montre des choses qui sont détruites, donc ce n'est pas vraiment adapté aux annonceurs. Je peux le comprendre, mais cela signifie que parfois nos vidéos sont limitées ou carrément démonétisées à cause des sujets que nous abordons. Certaines images, notamment du front, mériteraient plus d'analyse, mais ce n'est pas possible dans la vidéo principale. On le fait donc régulièrement en coulisses pour nos membres, ou si des vétérans comme Chuck Farr viennent sur la chaîne analyser des séquences de bataille et expliquer ce qui se passe et ce que, comme civil, je pourrais rater. Pour soutenir la chaîne et accéder à ce contenu exclusif et bien plus encore, devenez membre dès maintenant en cliquant sur rejoindre ci-dessous ou sur basicsinsider.com. J'ai récemment remarqué quelque chose d'intéressant. En vous inscrivant sur l'application via votre téléphone, le prix affiché peut être bien plus élevé à cause de la commission d'Apple et Google Play Store. Ils augmentent donc le prix, et j'ignorais qu'ils faisaient cela. Donc, vous pouvez vous inscrire sur un ordinateur ou via un navigateur, et vous obtiendrez un prix bien plus bas que celui affiché sur l'application. D'ailleurs, voici un extrait de notre toute dernière vidéo réservée aux membres. Regardez. Je pense que ce sont des soldats russes qui paniquent simplement sur le terrain. Exactement. Et sans vouloir donner des conseils de combat aux soldats russes, espacez-vous, non? Ne vous regroupez pas. Restez à distance les uns des autres. Mais ces gars-là, tu sais, ils n'ont presque aucune formation militaire. Tu as vu le gars? Il s'est écarté, non? L'autre gars a juste lancé son fusil sur le drone. Tu sais, quand tu as des civils, maintenant ces gars-là ont tout leur équipement, non? Ce gars avait son sac de couchage. Il a tout son attirail de combat sur lui. Et il se déplace en plein jour, tu vois. Et c'est ce qui va arriver à chaque soldat qui traverse un terrain découvert en plein jour. Tu vas te faire toucher par un drone. Et quand tu prends des gens qui ne sont pas assez entraînés et que tu les envoies au combat, quand ils sont stressés, menacés ou qu'ils perçoivent un stimulus sur le champ de bataille qui peut être fatal, ils vont se regrouper, tu vois, parce que c'est la nature humaine, tout simplement. C'est mortel sur le champ de bataille. Le seul gars qui a survécu à ça, c'est celui qui s'est replié puis s'est caché. Voilà, ces gars-là auraient simplement dû partir dans des directions différentes. Mais bon, je pense que c'est un soldat nord-coréen. Wow. Encore une fois, le gars tire. Vous savez, j'ai observé la formation des opérateurs de drones ukrainiens. L'un de leurs exercices consiste à prendre quelques gars, à faire venir le drone, et les gars zigzaguent, se baissent, courent partout, tournent et reviennent dans tous les sens. Et en fait, c'est plutôt efficace.
Ça retardera au moins l'arrivée du drone vers toi. Mais on voit que ces soldats russes, pourquoi ne font-ils pas ça? Pourquoi ne lâchent-ils pas leurs sacs et ne commencent-ils pas à bouger? Tu sais quoi? Ils sont physiquement diminués. Ils ne sont pas nourris régulièrement. Ils n'ont pas d'eau. Ils ne reçoivent pas de soins médicaux. Aucun d'eux n'a le bon sens de, tu sais, les SEAL portent des niveaux d'équipement. La première, c'est surtout ton arme, ton pistolet et ton kit de survie. Ton deuxième niveau d'équipement, c'est la radio et des munitions en plus. Le troisième niveau d'équipement, c'est ce gros sac. Donc, on est entraîné à, si ça tourne mal, laisser tomber les trucs lourds et garder ton équipement de combat. Mais tu sais, ce gars-là se balade comme s'il était le rayon sport chez Walmart, non? C'est vrai, c'est juste qu'ils n'ont aucune chance parce qu'ils ne sont pas entraînés. Ouais. Et ces gars-là sont un échantillon typique pris au hasard de fantassins russes. Et on va voir comment ils s'en sortent ici. L'autre chose, c'est est-ce qu'il est possible d'abattre un drone avec son fusil? Oui, c'est possible. Si on s'est tiré? Sans entraînement. Oui, sans entraînement. Et savons-nous quelle est la taille du rayon de l'explosion? C'est assez petit, non? Donc si tu t'éloignes suffisamment... Oui, je dirais que si c'est une charge creuse perforante, correctement configurée, on parle d'un rayon d'explosion de, je ne sais pas, 15 mètres. Je ne voudrais pas être à moins de 15 mètres de ça. C'est quand même assez grand. Tu sais, oui, ce n'est pas la plus grosse chose, mais quand même. Et regarde, tu serais probablement blessé à 15 mètres, mais c'est ce qu'on considère comme le rayon d'explosion militaire où quelqu'un va être blessé. Tu sais, donc le rayon létal serait probablement, je dirais, de 3 mètres, je dirais. Donc ce ne sont que des drones à $500. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Et tu sais, la dimension philosophique de tout ça ne m'échappe pas. Il y a un être humain traqué par un robot. Et en ce moment, en général, pas toujours, il y a un opérateur humain qui intervient, non? Mais il existe des capacités où un drone en patrouille utilisant des algorithmes va se verrouiller sur une source de chaleur, la cercler et la tuer, sans intervention humaine. Donc, vous savez, ça fait réfléchir, je pense.